On continue avec 2027, si vous voulez bien. On se projette, on continue à se projeter. Françoise Fressoz, une question qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle dans 2 ans. Françoise. Jean-Luc Mélenchon. Il a déjà eu 3 candidatures à la présidentielle. Il n'est pas encore candidat officiel, mais on voit qu'il se prépare. Et donc, la grosse question, mais dans tous les esprits, c'est est-ce que c'est cette fois la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop? Donc, première interrogation, c'est l'âge. Quand vous voyez Jordan Bardella, 30 ans, qui caracole en tête des intentions de vote à l'élection présidentielle, est-ce que vous dites pas à la France insoumise, le temps des papis, c'est fini? Bon, d'abord, vous utilisez les expressions que vous voulez. Oh, c'est gentil, papy. Non, mais ça va. Mais bon, faites attention avec les sondages, quoi. Je veux dire, moi, vous savez, à 18 mois... Non, mais là, parce que je réagis à Jordan Bardella... Je sais, mais ça, de toute façon, vous dites à chaque fois, les sondages... Non, c'est pas je dis à chaque fois, madame, mais à un moment, faut juste se rappeler des choses qui se sont passées. Vous savez qu'il y a 18 mois de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8% dans les sondages, et Marine Le Pen était annoncée à 30% dans les sondages. Il y avait exactement 22 points d'écart à 18 mois de l'élection présidentielle. Le soir de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% et Marine Le Pen a fait 23%. Il y avait 1 point d'écart. Donc, vous savez, je fais très attention avec les gens qui disent... surtout quand je vois là... Le RN n'était pas au niveau auquel il est 30, aujourd'hui. là, il est à 35. Et il n'y avait pas non plus la banalisation de l'image du RN à cette époque-là. Et Je ne veux pas contester certaines choses que vous dites, Madame Fressoz. Je veux dire juste, remettons les choses en perspective. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11% la première fois, il a fait 19% la deuxième fois, il a fait 22% la troisième fois. Alors moi, je suis pas devin. Et donc la 4e fois, vous le mettez à quel niveau? Je considère que progressivement, la France insoumise, les idées qu'on défend, la base populaire qui est la nôtre s'élargit. Et elle s'élargit, évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, aux différentes élections présidentielles. Quant à la question de savoir qui sera notre candidat à l'élection présidentielle de 2027, on répondra à cette question en temps voulu, quand on considérera que c'est le bon moment pour vous répondre. Vous dites qu'il n'est pas candidat, là, Jean-Luc Mélenchon? Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon... Vous dites qu'il y a un débat interne pour savoir s'il l'est ou pas? Non, je ne dis pas qu'il y a de débat interne. Je dis que Jean-Luc Mélenchon, comme tous les parlementaires de la France insoumise, sont en campagne permanente. Donc effectivement, il est en campagne. C'est le slogan du Rassemblement National. Comme tout le monde est en campagne. Oui, mais c'est pas parce que si ce matin le Rassemblement National dit que le ciel est bleu et qu'il est bleu, je vais pas dire qu'il est rouge. Poursuivons parce qu'on perd du temps. Vous dites il y a un élargissement successif de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Depuis 2022, il se produit quand même des choses plutôt inquiétantes pour lui. D'abord, son image personnelle s'est beaucoup aggravée. Une majorité de Français le jugent inquiétant, pas attaché aux valeurs démocratiques. Non, c'est pas. En fait, ce que je constate, c'est que dès que la réalité vous déplaît, vous dites ça n'existe pas. Donc, il y a l'image dégradée de Jean-Luc Mélenchon. Il y a le fait qu'il n'est plus hégémonique au sein de la gauche. On voit bien qu'il y a eu des dissensions d'anciens LFistes qui sont partis. On voit bien que les écologistes tâtonnent. On voit bien que la gauche dite réformiste est en train de faire sécession. Donc, pourquoi vous dites élargissement de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Mais d'abord, la situation que vous décrivez, que je ne peux pas contester aujourd'hui, elle n'est pas très différente de la situation de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y avait une candidature? Le RN n'était pas à ce niveau-là. Le RN n'était pas le favori de l'élection. Il y avait 8 députés, aujourd'hui 120. Un débat qui part pas dans tous les sens. Vous me parlez de la situation à gauche. Est-ce que oui ou non, en 2022, il y avait une candidature du Parti Socialiste qui a fait 1,75% qui s'appelle Madame Hidalgo? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des écologistes? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des communistes? Oui, ça n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de faire 22% des voix. Donc il n'y a pas quelque chose de très différent de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose que je voulais vous répondre, madame. Pour le reste, sur l'élargissement de notre base politique, moi, je regarde par exemple le résultat des dernières élections européennes, qui est toujours une élection difficile pour la France insoumise. C'est une élection avec une faible participation. Or, on sait que souvent dans les élections à faible participation, c'est plus compliqué pour nous. On a gagné 1 million de voix par rapport à l'élection européenne. Mais vous êtes très loin de Glucksmann, par exemple, du candidat Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon, la liste de la France insoumise en 2019, elle avait fait 6% et M. Jadot avait fait 14%. D'accord? Donc, les élections européennes, c'est pas les élections présidentielles. Je vous dis juste que du point de vue des bases politiques que ça met en mouvement, je considère que le travail qui est le nôtre, d'aller chercher en particulier, puisque c'est notre stratégie, les gens qui sont les plus éloignés de la politique, qui globalement n'y croyaient pas et qui petit à petit retrouvent des raisons d'espérer. Et mon objectif, c'est de créer une stratégie qui permet de gagner l'élection présidentielle de 2027, ou celle d'avant, s'il y en a une avant. Et pour gagner cette élection, je pense que c'est auprès de ces gens-là, des abstentionnistes, des gens qui sont les plus éloignés politiques, qu'il faut progresser. Et je suis content de voir que notre travail porte ses fruits. Quand la gauche vous dit vous pouvez pas gagner le 2e tour de la présidentielle parce que vous êtes devenu
LFI, Jean-Luc Mélenchon, le repoussoir par rapport à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je leur réponds que pour gagner au deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut d'abord y être qualifié au deuxième tour. Parce que quand je vois des gens qui sont annoncés à 4% dans les sondages nous expliquer que nous, on sera pas en mesure de gagner au second tour. Vous visez qui, là? Olivier Faure, Marine Tondelier, pardon. Vous les prenez pour quantité négligeable? Je les prends pas pour quantité négligeable, mais eux s'appuient sur des sondages pour dire que nous, au deuxième tour, on pourrait pas gagner. Donc, ces mêmes sondages disent qu'ils sont même pas en capacité aujourd'hui de se qualifier au second tour. Donc, je trouve que c'est pas les mieux placés pour nous donner ces leçons. Pour le reste, au second tour d'une élection présidentielle, excusez-moi, c'est juste pour compléter la réponse. Aux dernières élections législatives, tout le monde disait il y aura pas au second tour de mobilisation contre l'extrême droite. Il y en a eu une, et y compris un certain nombre de députés insoumis qu'on a annoncé soi-disant trop clivants. Ils ont été élus, y compris avec des voix qui venaient pas uniquement des camps insoumis. Et donc il n'y a pas de raison qu'aux élections présidentielles, par la mobilisation des abstentionnistes et des gens les plus éloignés de la politique, et par le fait qu'un certain nombre de candidats, si c'est l'extrême droite en face, un certain nombre d'électrices et d'électeurs voudront battre l'extrême droite. Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat insoumis a tout à fait la possibilité de l'emporter. En tout cas, c'est mon objectif. Sauf que vous avez, il y a un changement quand même notable par rapport aux années 2020 à 2020. Ça, c'est l'enquête fracture française. La France insoumise, un parti qui attise la violence, un parti dangereux pour la démocratie. Les chiffres sont plus hauts aujourd'hui parmi les électeurs de gauche que en 2020. Votre image s'est dégradée à gauche, chez les écolos, chez les socialistes. Heureusement, vu toute l'énergie qui est mise pour essayer de salir la France insoumise, franchement, si ça n'avait produit aucun résultat, vous devriez vous interroger sur. Vous le prenez par l'ironie. Non, je le prends pas par l'ironie. Je décris. Si, c'est une réponse, madame. Je décris une stratégie de diabolisation de la France insoumise qui a été menée dans tous les grands médias depuis 2 ans et qui produit, c'est vrai, ces résultats. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand on va rentrer dans la campagne présidentielle, quand les gens vont sortir de ces polémiques ridicules et qui vont s'intéresser à ce qu'il y a dans les propositions, dans les programmes, et pas juste aux bêtises qu'on dit sur la France insoumise. Oui, je pense que cette image soi-disant dégradée, je pense qu'elle va très largement s'améliorer. Parce que, excusez-moi, mais dans l'interview, dans la discussion qu'on a depuis 55 minutes maintenant, expliquez-moi ce qui attise la violence, expliquez-moi ce qui est hors républicain, etc. Strictement rien. Tout ça, c'est des calomnies et des procès qui sont faits contre la France insoumise et qui ne s'appuient sur aucun élément sérieux. Là, on est sur des sondages et des enquêtes d'opinion. Mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça pourrait être vous? Mais madame, moi je vais pas rentrer au jeu des petits noms et des petits chevaux. Moi, si l'élection présidentielle devait avoir lieu demain, j'ai toujours dit que je trouvais que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui la personnalité la mieux placée. Mais dans la jeune garde, vous voyez bien, il y a Mathilde Panot, il y a Clémence Guettet, il y a vous. On a l'embarras du choix. Mais vous si dites pas, tiens, oui, moi j'ai les épaules. Mais vous l'avez dit, on a l'embarras du choix. Il y a plein de gens qui ont les épaules. Les personnes que vous avez citées, évidemment, les ont. Et si on doit à un moment décider mais vous m'avez mis dedans, donc je considère. Et il faudra une primaire à ce moment-là? Mais non, on choisira François Ruffin le dit encore ce matin, il faut une grande primaire de la gauche. Non mais franchement, on a parlé de Zoran Mamdani tout à l'heure. Zoran Mamdani est exactement la démonstration que la primaire est absurde quand vous mettez ensemble des candidats qui ne portent pas la même orientation programmatique. Zoran Mamdani, il a gagné l'élection contre celui qu'il avait battu à la primaire. Donc si vous allez dans une primaire avec des gens qui défendent pas les mêmes projets politiques, il y aura pas les gens, par exemple, si nous on gagne la primaire, monsieur Glucksmann ne va pas faire campagne pour nous, c'est pas vrai. Donc il faut pas faire croire des choses qui sont pas vraies. Ce n'est pas grave s'il y a plusieurs candidatures, il faut juste être en capacité de se qualifier au second tour. Et nous on travaillera pour être en mesure de nous qualifier au second tour. Quant à notre candidature, vous inquiétez pas, on décidera ensemble et on aura une proposition commune et ça sera la meilleure. Les 2 dernières minutes, Manuel Bompard, on passe au vrai-faux, la dernière séquence. Je vous donne des affirmations, certaines très sérieuses, d'autres un peu plus triviales, et vous répondez pièges, vrai ou faux. C'est le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005 qui vous a amené à la politique, vrai ou faux? Vrai, plutôt vrai. Ouais. Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle, vrai ou faux? Non, faux. Vous auriez les épaules pour être président de la République? Bon, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Ah vrai ou faux? Non, par définition, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour parler de soi-même. Vous faites partie de la commission de la défense et des forces armées à l'Assemblée nationale. Vous avez auditionné le chef d'état-major. Oui. Il faut se préparer à un choc avec la Russie d'ici 3-4 ans. Pour vous, vrai ou faux? Un choc au sens d'une... par exemple, la revue stratégique nationale dit pas ça, donc plutôt faux. Vous êtes supporter de l'AS Saint-Étienne?
Je suis supporter de l'OM, mais la Saint-Etienne... C'est le dur, député. là. Le député. Non, attendez, on va dire les choses franchement. Député de la 4e circonscription. Je soutiens l'OM, et après c'est vrai que je suis né à Firminy, donc j'ai aussi, on va dire, une passion de cœur pour la Saint-Etienne. Mais comme il y en a un en première division et l'autre en deuxième, je peux soutenir les deux. En 2007, vous avez voté 2 fois pour Ségolène Royal, 2 fois. Vrai ou faux? Faux. Juste la seconde fois. Ouais. En 2022, justement, deuxième tour, Le Pen-Macron, vous avez voté Macron, vrai ou faux? Vous avez répondu. Vous avez chuchoté. J'ai pas entendu. J'ai voté contre Marine Le Pen, ouais. Vous avez voté Macron. J'ai voté contre Marine Le Pen. Pour le reste, laissez-moi le secret de l'isoloir. Mais en tout cas, j'ai pas voté pour Marine Le Pen. En 2027, vous pourriez voter Glucksmann, vrai ou faux? Bah non, puisque je voterai pour le candidat de la France Insoumise. Ah, donc...